Ça parle des TOC et de la stratégie que tu utilises justement pour les troubles obsessionnels compulsifs. La personne me précise par exemple une personne qui a besoin de vérifier compulsivement dans le miroir que son œil ne louche pas. Oui, pour les TOC. Alors, c'est une bonne question. Alors, pour les TOC, la question c'est qu'est-ce que je fais, c'est ça? Oui, est-ce que tu as une stratégie particulière, une approche? Est-ce que tu connais des techniques spécifiques pour les TOC ou à toi juste quelle est ta vision? Alors, je vais préciser, je reprécise encore qu'évidemment, je dis des grosses généralités. On n'a pas un cas sous les yeux et il faudrait à chaque personne voir vraiment ce qu'il y a de très spécifique à cette personne, à son historique. C'est comme, pour revenir juste une petite parenthèse sur la douleur, je disais que c'est souvent pas le problème, c'est souvent juste une expression, un des symptômes. Là, c'est pareil, le TOC, il peut être, la personne va se plaindre de ça. J'en ai marre de bon, je vais prendre un autre exemple. J'en ai marre de me laver les mains 12 fois à chaque fois. Euh, En effet, c'est ce qui lui pose un problème au quotidien, mais c'est pas forcément. Parfois, c'est juste l'expression d'un problème. Parfois, vous avez. Alors, une chose intéressante, par exemple, c'est de demander s'il y a des variations déjà. S'il y a des variations en fonction de l'état de fatigue, ce qui est souvent le cas quand même, de l'heure de la journée, de l'état de fatigue, de l'état de stress, des cycles menstruels, etc. Quelles peuvent être les variations qui arrivent? Parce qu'on peut, en ce cas-là, identifier des facteurs et si vraiment il y a des moments où la personne se sent vraiment si bien, si en forme, que ce TOC n'arrive pas, il est tenu à l'écart, peut-être travailler sur le fait qu'elle puisse retrouver cet état quand elle sent qu'elle est un peu faible, qu'elle baisse la garde et que le TOC revient, qu'elle puisse retrouver cet état. Alors il s'agit bien sûr de... Là, on n'est pas dans une tentative de résoudre le problème, mais plutôt d'apprendre à y pallier. Le TOC est toujours là, mais on apprend à le tenir en respect en quelque sorte. Ensuite, il y a, je pense que moi, dans ma pratique, ce qui fonctionne très très bien sur les TOC, c'est quand même vraiment l'exploration de l'hypnose approfondie. Là, vraiment d'approfondir une hypnose où je vais m'adresser à la personne, à la première personne, enfin, je veux dire à la deuxième personne, je vais lui dire vous. Je ne vais pas parler de son inconscient. Je ne vais pas être dans une hypnose dissociée de type hypnose moyenne où je vais dire bah voilà il y a le conscient qui est observateur et puis je m'adresse à l'inconscient via un signaling. Je vais quand même essayer de travailler un état plus profond. Pourquoi pas somnambulique, mais il n'a même pas besoin d'être somnambulique. Un état plus profond où je vais pouvoir lui dire vous, qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous sentez, et la personne me répond je, mais elle n'est plus dans le même état qu'avant. Et à ce moment-là, donc ça peut demander plus de temps, ça peut demander d'un fractionnement pour atteindre un état comme ça. Et à ce moment-là, quand on a atteint cet état-là, il suffit de demander à la personne. Bon ben, ce TOC, c'est-à-dire que si vous lui demandez à l'état de conscient, pourquoi vous faites ça? La personne vous dira en général, bon, elle peut vous sortir des théories si elle en a, mais si elle peut avoir élaboré des hypothèses, mais souvent elle vous dira j'en sais rien, c'est complètement absurde, c'est quelque chose qui me force de l'intérieur, je dois le faire, je n'aurai pas de repos tant que ça ne sera pas fait. Et dans l'hypnose, si elle est assez profonde, il y a une sorte de porte qui est ouverte vers un accès à des réponses intuitives, et si vous lui demandez mais pourquoi vous faites ça, mais vraiment, tout à l'heure, quand vous n'étiez pas en hypnose, vous vous avez demandé pourquoi vous faites ça, et vous m'avez dit j'en sais rien, c'est plus fort que moi. Là maintenant que vous êtes en hypnose, dites-moi ce qui vous vient spontanément, sans réfléchir vraiment, ou du moins en réfléchissant d'une manière différente, si je vous repose la question, pourquoi vous faites ça? Et souvent, là, vous aurez un moment d'introspection, 1 minute, 2 minutes, 5 minutes qui vont s'écouler, pourquoi pas des émotions d'ailleurs, et puis la personne vous répondra sûrement quelque chose, qui, par exemple, elle aura le souvenir par exemple la voix de son je sais pas moi de son père qui lui répétait étant petit arrête de loucher tu vas rester bloqué et qui a mis cette petite graine dans sa tête d'enfant de ah zut il faut que je vérifie si je suis pas resté bloqué ou alors voilà quelqu'un qui lui disait mais est-ce que tu t'es bien lavé les mains, est-ce que tu es sûr de bien t'être lavé les mains, qui ait pu mettre une graine dans l'esprit d'enfant. Donc la personne pourra avoir une sorte de pourquoi pas, hein, ça pourrait être autre chose, mais pourra dire oui, maintenant je sais pourquoi je fais ça. Que ça soit vrai ou pas d'ailleurs, ça n'a pas forcément d'importance, mais elle a une explication qui lui vient et qui lui permet, en général, si c'est le cas, dans ce genre de cas, souvent, vous vous posez la question derrière, et à votre avis, est-ce que vous avez vraiment besoin de le faire? Non. Est-ce que, suite à cette séance, vous allez continuer de le faire? Non. Est-ce que vous allez arrêter de le faire tout de suite? Et là, vous pouvez avoir quelqu'un qui va vous dire oui, vous pouvez avoir quelqu'un qui va vous dire non. Est-ce que vous préférez arrêter progressivement? Oui.
vous pouvez poser quelques questions et vous avez créé un état dans lequel vous pouvez vraiment avoir une sorte d'insight, c'est-à-dire que la personne accède à une capacité à avoir un regard sur l'absurdité de ce comportement et à le reprogrammer. Après, voilà, vous pouvez aussi considérer la chose de manière un peu dissociative, c'est-à-dire que souvent elle va l'exprimer comme ça, c'est-à-dire il y a une voix en moi qui me force à, ou il y a quelque chose en moi qui me force à, je suis l'esclave de ça. Et on pourrait jouer dans ce jeu-là, on pourrait dire je vais m'adresser à la partie qui vous force à. Mais et c'est ce que j'ai longtemps fait, je pense, et je pense que sur des TOC, je serais un peu plus réticent aujourd'hui. Je pense que c'est intéressant justement de créer une hypnose où il n'y a qu'un seul personnage, mais il est dans un état où il peut accéder à ça. C'est son problème et c'est lui qui les résout. Plutôt que de le mettre, plutôt que de rester dans cette thématique de l'impuissance. Il est impuissant à l'état d'éveil, mais en hypnose, pas forcément. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que l'état d'hypnose est souvent, et je le répéterai souvent, je pense, un état de trêve. Un état où, pendant l'état d'hypnose, les gens qui ont des tics ont rarement de tics. Les gens qui sont angoissés sont souvent plus paisibles, sauf si on les amène dans une expérience angoissante. Les gens qui ont des TOC n'ont pas ce TOC. Et du coup, comme ils ne sont pas sous l'empire, sous l'emprise de ce qui les trouble, de cette partie qui les tyrannise, ils peuvent avoir un point de vue dessus, ils peuvent le modifier même beaucoup plus facilement. Donc simplement, j'ai envie de dire, mettez la personne en hypnose profonde et posez-lui les questions. Quoi faire aussi ou alors, par exemple, si la personne vous a parlé d'une voix qui lui dit « lave-toi les mains », même si c'est juste une métaphore, hein, c'est pas forcément une hallucination, vous pouvez lui dire « Ok, maintenant que vous êtes en hypnose, vous m'avez parlé d'une voix qui vous dit ça. Elle est comment cette voix ? C'est une voix autoritaire. Bien. Et puis là, vous utilisez les sous-modalités, c'est-à-dire vraiment, vous pouvez modifier le volume de la voix, le son de la voix, etc., jusqu'à ce qu'elle ne soit plus du tout autoritaire, c'est-à-dire qu'en fin de compte, on n'ait plus du tout le sentiment qu'il faille lui obéir, elle nous fait plus peur, on peut l'entendre, je peux avoir cette idée qui me traverse l'esprit. Par exemple, moi qui n'ai pas le toc de me laver les mains, je peux très bien, en me lavant les mains, me dire « Ah, mais sont-elles vraiment propres ?» Et si j'avais l'idée de me les laver 10 fois de suite ? Et pourtant, c'est pas parce que j'aurais eu cette idée qu'elle aura besoin d'être accomplie. Et il y a chez la personne qui a un TOC, cette espèce de... L'idée va coller, en quelque sorte. Il y a une idée qui va coller. J'ai cette idée et je n'aurai pas de repos tant que je ne l'aurai pas fait. Et c'est exactement de la même nature que la suggestion, d'ailleurs. Si vous dites à quelqu'un, mettez vos mains l'une en face de l'autre comme si vous teniez un ballon, je vais compter jusqu'à 3, et à 3, le ballon va se dégonfler, les mains vont se rapprocher jusqu'à ce qu'elles se touchent. C'est sous-entendu, et vous n'aurez pas de repos tant que ça ne sera pas touché. D'ailleurs, souvent, pendant qu'elle se rapproche, la personne est un peu plus stressée, et quand elle se touche, elle est mieux. Le mécanisme de la suggestion directe, ou même de la suggestion en général, agit de la même manière qu'un TOC. C'est quelque chose qui nous oblige de l'intérieur, comme une addiction aussi. Donc, bon là, c'est une réponse assez classique, mais ouais, je sais pas si elle est extrêmement satisfaisante parce qu'elle est très très vague cette réponse, mais si j'ai d'autres éléments ou s'il y a Nico, est-ce qu'il y avait peut-être des questions corollaires pour que je précise Question corollaire, non. Il n'y a pas eu de réaction pour le moment là-dessus. N'hésitez pas sur ce sujet, je pourrais y revenir, hein, parce que c'est évident que si... Alors, vous n'hésitez pas, hein, dans le chat, vous pouvez aussi me donner un petit bout de cas où vous pouvez poser des questions générales, quoi faire en cas de TOC, mais vous pouvez aussi dire, voilà, j'ai reçu une personne qui a ci, qui a ça. Nico se fera plaisir de lire tout ça, parce que c'est évident que quand la question est générale, mes réponses le sont aussi davantage... Mais bon, oui, dis-moi. Peut-être une précision, quelqu'un qui est pas sûr, mais qui lui semble que le TOC est lié à une angoisse. Qu'est-ce que t'en penses ? Alors, lié à une angoisse souvent... Par rapport au DSM-5, il est pas sûr que ce soit dedans. Mais... lié à une angoisse, donc le TOC, c'est le trouble obsessionnel compulsif, donc c'est une obsession, donc c'est conscient. C'est-à-dire que, reprenons l'exemple de la suggestion. Si je dis à quelqu'un, vous allez... je vais compter, prendre une suggestion hypnotique. Je vais compter jusqu'à 3, et à 3, vous allez ouvrir les yeux et vous allez dessiner un papillon. Puis vous reposerez le stylo et vous fermerez les yeux. On peut imaginer ça, je sais pas, dans une hypnose un peu, voilà, façon hypnose de spectacle, mais qui soit pas spectaculaire, voilà, vraiment des phénomènes. Bon. Qu'est-ce qui se passe ? Si ça agit si c'est à l'état d'éveil, bon, bah, c'est juste une instruction. La personne, elle dit, ok, d'accord, je le fais, bon, je dessine un papillon. Si c'est une suggestion hypnotique, c'est que, en fait, à 3, il va se passer ce que j'ai demandé parce que je l'ai demandé, un peu compulsivement. Donc, il y aura plusieurs façons pour que ça se passe. Soit la personne
va développer un automatisme, c'est-à-dire qu'elle va prendre le stylo et puis sans trop s'en rendre compte, de manière un peu comme un automate le ferait, comme un somnambule le ferait, elle va dessiner le papillon et puis fermer les yeux et puis voilà. Soit elle va développer une pulsion, c'est-à-dire qu'elle va être poussée de l'intérieur. Il y a quelque chose en elle, son inconscient ne va pas dessiner, mais il va l'obliger à dessiner. Il va lui dire, il va la pousser de l'intérieur, en gros, la personne va être de moins en moins confortable tant qu'elle n'a pas dessiné. Et d'ailleurs, elle pourrait me commenter à un niveau conscient. C'est souvent ce qui se passe quand la suggestion post-hypnotique est donnée dans un état qui n'est pas assez profond. La personne peut me dire, ah, salaud, je sais que tu me l'as demandé, je le sais, et pourtant, j'ai besoin de le faire, j'ai envie de le faire. Oh là là, je sens que je suis pas bien tant que je l'ai pas fait. Allez, je le fais. Donc, en fin de compte, l'inconscient là passe par un biais qui consiste à pousser la personne à le faire, mais la personne va consciemment et volontairement le faire pour avoir la paix en quelque sorte. Eh bien, contrairement au tic qui est inconscient, le TOC, et d'ailleurs les deux peuvent être liés, hein. On peut avoir le tic qui devient un TOC, mais le TOC est compulsif, c'est-à-dire qu'il passe par ça. Il y a un moment donné, un peu comme une addiction d'ailleurs, comme une voix à l'intérieur de moi qui me dit vas-y fume, et t'auras pas de repos tant que t'auras pas fumé. Bien de la même façon, il y aura vas-y lave-toi les mains une douzaine de fois. Alors ça passe pas forcément par une voix justement, mais donc c'est souvent lié à une angoisse, mais pas forcément. Le problème c'est de savoir quelle est la corrélation. Quelle est la cause et quel est l'effet. C'est pas évident. Moi, j'aurais pas les compétences pour répondre à ça. Mais par exemple, si la personne à qui j'ai dit à 3 vous allez dessiner un papillon, donc je compte jusqu'à 3 et je prends le stylo et je le cache. Eh bien la personne elle est dans l'incapacité de répondre à ma suggestion et pourtant il y a un truc en elle qui veut le réaliser et elle risque de se sentir mal tant que je lui ai pas redonné le stylo parce qu'il y a un truc en elle qui n'aura pas de repos tant qu'il ne l'aura pas fait. Donc je lui redonne le stylo et elle se sent soulagée, elle peut accomplir ce qu'elle a à faire. Ou alors en général ce qu'elle va faire c'est qu'elle va halluciner le stylo, elle va trouver une porte de sortie quoi. Mais c'est exactement la même chose qui se passe s'il y a une partie de moi qui me dit fume ou mange ou toute autre pulsion d'ailleurs et t'auras pas de repos tant que tu ne l'auras pas fait, c'est que tout le temps qui s'écoule entre le moment où ça se déclenche et le moment où je l'ai accompli, je me sens de plus en plus mal. Ça peut être un état de manque, ça peut être un état d'excitation, en tout cas il y a un état d'inquiétude au sens propre du terme, c'est-à-dire que je ne suis plus en repos. Mais ça peut être une excitation positive aussi, hein. C'est l'état qui se passe entre le moment où l'enfant a compris qu'on était le 1er décembre et que ça allait être bientôt Noël, et le moment où il va ouvrir ses cadeaux. Il y a une excitation montante. Ça peut être c'est un des mécanismes du trac, etc. Mais dans le cas d'un TOC, en effet, tant que la personne ne s'est pas lavé les mains, 12 fois, tant qu'elle n'a pas vérifié dans le miroir si elle ne louchait pas, tant qu'elle n'a pas touché son genou gauche de la même manière qu'elle vient de toucher son genou droit, tant qu'elle n'a pas mis le point sur le i au début de la page qu'elle avait oublié, ou tant qu'elle n'a pas vérifié si elle a 3 fois si elle a fermé la porte de chez elle, elle n'a pas de repos. Et donc, ça crée un état d'anxiété montant de plus en plus grand, en fait. Plus on essaie de résister. C'est pour ça que je suis tout à fait opposé, dans le cas des pulsions, toutes les méthodes qui consistent à lutter par au-dessus, lutter par la volonté. Parce qu'en réalité, on ne gagne pas contre les pulsions. On amplifie le stress. Et vous avez des personnes qui vous disent, par exemple... je l'ai pas refait, hein. Ah non, je l'ai pas refait. J'ai pas regardé, j'ai résisté, hein. Mais depuis, j'ai des migraines, pas possible. Bah oui, vous voyez que la personne a la mâchoire serrée comme ça, elle n'en peut plus. Donc ça, je ne crois pas trop à ces méthodes de lutte, en tout cas. Je ne sais pas si ça répond à la question sur les TOC, en tout cas. Ok, il y avait une demande justement par rapport à toi, ton travail dans l'accompagnement que tu fais vis-à-vis des TOC. Est-ce qu'il est plus efficace dans ces cas-là si le sujet reste associé et te donne la solution, ou alors quand le sujet est dissocié et demande à son inconscient de modifier son comportement? Alors, je dirais que si vous pouvez avoir une hypnose plus associée, où c'est la personne qui modifie, c'est la personne qui en hypnose accède à une réflexion nouvelle, un point de vue nouveau, etc., c'est toujours mieux à mon avis. Je pense que c'est des états plus profonds que les états dissociés. C'est dissocié quand même d'un certain point de vue, hein. C'est le mot dissociation a plein de sens, donc c'est très ambigu de dire ça, mais
Disons que les états où on communique avec l'inconscient et on obtient des réponses, genre l'écriture automatique, le signaling, etc., sont des états souvent moins profonds quand même, puisque la personne n'est pas plongée elle-même dans l'inconscient, elle est spectatrice, elle est consciente, elle est souvent un peu dans un état second, mais elle est souvent spectatrice de ce qui se passe, et spectatrice un peu impuissante, sauf si elle a une tendance à être un très bon sujet, avec une très grande capacité à avoir des images mentales, une sorte de médiumnité naturelle. En ce cas-là, à peine on pose des questions à l'inconscient que elle-même consciemment, elle a des choses qui lui viennent, et du coup ça revient au même, abandonner le fait de parler de l'inconscient, demandez-lui directement à ce moment-là. L'idée c'est que soit vous contactez l'inconscient, qui est votre envoyé spécial en direct de l'inconscient, parce que le mot inconscient peut signifier ce personnage métaphorique, c'est une pure métaphore, hein, à qui on va s'adresser, mais ça peut désigner également le territoire de ces profondeurs. Alors il y a subconscient, il y a tout ça, bon, on pourra revenir sur les terminologies une autre fois, mais donc soit vous avez un personnage à qui vous vous adressez qui n'est pas la personne et qui est votre envoyé spécial en direct des profondeurs, et donc vous lui demandez, inconscient, est-ce que tu as la solution, oui, non, etc. Puis la personne, elle est là à côté de vous en train de se dire, en train de regarder et de dire, ah bon, il répond oui, ah bon, il répond non, ah bon. Donc c'est souvent très efficace, hein, mais c'est pas forcément extrêmement profond. Soit vous envoyez la personne elle-même plonger là-bas dans les profondeurs, et c'est elle votre envoyé spécial. Et vous lui dites, bon, maintenant que vous êtes là-bas, qu'est-ce que vous y voyez, qu'est-ce que vous aimeriez y mettre, qu'est-ce que vous aimeriez enlever. Donc ça, je trouve que c'est toujours plus efficace, notamment dans la mesure où la personne n'est pas passive, dans la mesure où la personne, elle a fait un travail, c'est elle qui a bossé, elle y est allée, elle a mis en place des choses, elle a compris des choses, peut-être même qu'elle se souviendra de certaines choses en se réveillant, qu'elle en laissera de côté, qu'elle s'en souviendra plus tard. C'est quand même... moi, je constate, je sais que c'est certaines personnes qui disent que la profondeur de l'hypnose n'a pas forcément d'importance. Je dirais que ça en a quand même parfois, et même souvent, et dans le cas de choses comme des TOC qui sont souvent très profondément ancrées quand même, je trouve ça intéressant d'avoir une approche associée. Ce qui n'empêche pas qu'elle soit dissociée au départ, mais pourquoi pas ensuite, au bout d'un moment, dire, bah voilà, c'est vous, votre inconscient, et j'aimerais que vous accédiez aux réponses.